Eh bien, aujourd'hui, c'est à la Old School Academy de Gaëtan Hurtel, c'est bien ça? C'est ça. Et nous sommes avec Gaël Grimaud. Et Gaël Grimaud qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, hein. Je pense que si vous suivez MMA Story France, vous avez dû avoir la petite interview juste après son fight à l'Hexagone MMA. Et surtout sa coupe, hein, Ouais, c'est que ça. j'ai voulu partir avec comme d'habitude, mais j'ai pas réussi. Comment ça va, Gaël? Ah, ça va très bien. Ça Euh, va très bien. Je suis ravie. Merci de nous avoir invités ici, hein, comme ça on peut découvrir où tu t'entraînes. Ouais, bah, je m'entraîne ici pour me remettre un petit peu dedans. J'habite à La Réunion, je m'entraîne à La Réunion et puis je reviens souvent ici pour pouvoir parfaire mon MMA, on va dire. Alors tu passes plus de temps ici ou à La Réunion? Alors, je passe plus de temps à La Réunion parce que je fais on va dire le foncier, tout ce qui est le travail de fond, on va dire sur toutes les disciplines. Et ensuite, bah, je viens ici parce que bah, on fait vraiment du MMA. C'est une école qui est formatrice et avec des jeunes loups, on va dire. Et donc là, je viens chercher de la confrontation vraiment type MMA et puis de la technique MMA, quoi. Et du coup, j'ai constaté qu'il y avait eu énormément d'articles à ton sujet, surtout grâce à cette participation à l'Hexagone MMA, puisque tu étais à la retraite. Et tu es sorti de ta retraite, là, c'est jusqu'à quand que tu vas combattre? Bah là, je signe pour une prochaine saison en 2021-2022. Et ensuite, je vais raccrocher les gants parce que bah, ce qui s'appelle à moi, c'est vraiment l'enseignement, le transfert. Mais il m'a semblé judicieux de remettre les gants parce que bah, il y a un message à refaire passer. Tu as vu des jeunes à la Old School Academy, ils sont très bien, ils parlent très bien, ils ont vraiment une vision du MMA. Et en fait, je pense que nous, les anciens, comme ils aiment bien nous appeler, on est des messagers en fait. Il faut leur donner, leur transmettre oralement, mais aussi il faut leur transmettre dans la façon de faire les choses. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que déjà, ça me fait plaisir de recombattre parce que moi, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça me mettre des défis et aussi j'aime ça transmettre. Et transmettre, c'est aussi dans l'exemple. J'ai toujours fait ça, en fait. Je suis un peu un leader, on va dire, dans ce sens-là. C'est que le parler, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Alors, du coup, ça fait pas très longtemps que le MMA est légalisé, hein. Bon, on va se dire ça va commencer, hein, mais ça fait pas très longtemps quand même en France. Et quel est le statut du combattant? Et là, pour le coup, on parlait d'une athlète de haut niveau parce qu'elle faisait du judo avant. Mais si c'est un combattant qui fait que du MMA, comment est-ce qu'il est considéré? Aujourd'hui, bah, ça commence à se structurer. Il y a une fédération, donc il va y avoir les statuts d'athlètes de haut niveau vont être certainement mis à jour. En fait, les combattants pros seront la partie professionnelle, donc payés pour ça, et il y aura un statut pour les combattants amateurs, il me semble, voilà, pour avoir le statut de haut niveau. Le statut de haut niveau, ça permet d'avoir une subvention par l'État peut-être ou par les régions, ou par les départements, etc. Donc voilà, c'est un statut assez particulier. Et puis bah, la partie professionnelle, hein, la partie professionnelle, c'est bah, être rémunéré pour ça, avoir des sponsors pour pouvoir réaliser ses objectifs, etc. Donc il y a ces deux phases-là qui vont être vraiment bien cadrées là, sur les prochaines années, hein. Alors, est-ce que tu es suivi justement par tes sponsors lors de tous tes voyages? Est-ce que tu es pris en charge? Voilà, j'ai des sponsors qui aujourd'hui bon, me suivent parce que j'ai une belle couverture médiatique après ma victoire du Hexagone MMA. Donc ça c'est plutôt encourageant. C'est ce qu'on attendait depuis plusieurs années en France et là c'est le cas. Donc je suis content pour moi et je suis content parce que ben, je vois l'impact qu'on attendait depuis longtemps et je suis content pour les jeunes qui vont monter parce que eux ils vont se mettre vraiment dedans. C'est-à-dire que les sponsors vont permettre de faire les voyages qu'ils veulent, de les financer, puis de faire que ça, en fait, de se consacrer juste au combat, en fait. Et ça, c'est top. Moi, je me fais payer les billets d'avion par un sponsor, on commence à me rémunérer, je fais une vraie démarche professionnelle par rapport à ça, et c'est vraiment très plaisant. C'est encourageant quand même pour le MMA et pour tous ceux qui viennent, hein, franchement. Alors Ah oui, déjà, c'est... bravo et merci aux sponsors parce qu'il en faut. Alors, avant d'être la fameuse tête d'affiche quand même d'Hexagone MMA, il y avait quand même Gaël Grimaud qui était petit. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as été intéressé par les sports de combat et à quel âge?
Ah, moi, en fait, j'étais mis au judo par ma mère. Il faut se dire qu'on habitait dans un quartier un peu compliqué à La Réunion, qui s'appelle le Chaudron. Ah, Moi, je connais. le Chaudron, comme son nom l'indique, c'était vraiment chaud. Donc, ma mère enfin, elle avait divorcé avec mon père. On était deux frères à l'époque. Donc, du coup, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trouvé une alternative à l'éducation, en fait. Donc, elle nous a mis au judo pour nos anniversaires, nos cadeaux d'anniversaire. Mon grand frère d'abord, et puis moi ensuite. C'était une inscription au judo. Pour nous, c'était un autre univers parce que à l'époque, le judo, c'était quand même réservé à une certaine élite, on va dire, Ouais. à La Réunion. Donc voilà, j'ai fait mes premiers pas dans le sport de combat là, en fait. Ça m'a beaucoup servi parce que bon, j'avais une petite tête de bébé et puis de beau garçon quand j'étais jeune. Et on me cherchait vraiment la merde. Donc, donc du coup, il fallait que je me défende, en fait. Et je faisais une prise de judo et puis c'était fini. Le combat était terminé. Oh, Ouais. comme quoi ça aide, hein. Self-défense ou non, on va pas rentrer dans le débat. Quoique j'ai envie d'avoir la vie, hein, comme Ah, d'habitude. c'était de la self-défense, on va dire, parce que je suis pas de nature. J'étais pas de nature Bagarreur. à bagarreur, en fait, mais j'étais plus dans la self-défense. Par contre, voilà, je voulais pas me faire casser la gueule, donc c'est ça qui était, qui était le plus important pour moi. Et jusqu'à quel âge, du coup, le judo? À le judo, je suis parti en sport-études à 17 ans. Ah oui. Ouais, à 17 ans, j'ai quitté La Réunion pour aller à Orléans. Donc j'ai fait toutes mes études dans le judo. Je passais mon diplôme de prof de sport de judo à Orléans. Ensuite, ben, j'ai fait une carrière aussi en première division, donc ce qui était le Graal pour les judokas français en fait. Fallait atteindre la première division et puis être évolué là-dedans. Donc j'ai fait 5 ans en première division. Et à 23 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je tournais un peu en rond en fait dans le judo. Donc D'accord. j'arrête à 23 ans le judo. Et par la suite, il y a eu le Muay Thai, il y a eu d'autres disciplines qui sont arrivées comment dans ta vie? Ouais, ben après, bon, c'était naturellement, hein, j'arrête le judo à 23 ans, mais j'ai encore envie de faire de la compétition. Donc je vois le MMA un peu de loin. Je dis, c'est plutôt pas mal parce on peut se battre avec les poings, avec les pieds, on peut trouver des techniques différentes. Il y a des gens qui sont plus aériens, il y a des gens. Enfin, je voyais vraiment une liberté dans le MMA, donc je regardais un petit peu de loin. Et j'ai vu une discipline qui était dans la fédération de judo qui s'appelait le Jiu-Jitsu Fighting. Et ça me plaisait aussi parce que on pouvait mettre le karaté plus le Mhm. judo. Donc, on pouvait faire les deux. Et je me lance. Finalement, bah, on me propose l'équipe de France, on me propose de faire des championnats du monde. Donc je voyage, je commence à faire mes premiers voyages en Russie, mes premiers voyages à l'étranger. Donc c'est top. Je kiffe. Et puis voilà, j'enchaîne comme ça. Et finalement, bah, je rate 2 championnats du monde parce que là-dedans, ça allait pas. Je n'avais pas encore la confiance en moi que je devais avoir pour combattre un étranger. Ensuite, bah, je fais un travail sur moi et je finis cette carrière de Jiu-Jitsu Fighting en faisant champion d'Europe. Champion d'Europe, t'imagines bien, ça me propulse au devant de l'affiche. Et là, on commence à me proposer les premiers combats de MMA. Waouh, waouh. C'est toujours. Enfin, moi, j'adore entendre toutes les histoires en fait des combattants. Et je me permets de dire quand même pionnier parce que vous avez connu une époque qui était complètement différente. Et vous avez des parcours, mais fou. J'aimerais savoir, du coup, tu me disais que donc tu es passé au Jiu-Jitsu Fighting, mais c'est le monsieur qui s'appelle, qui est ici, c'est ça? Ah oui, Julien Boussuche, Voilà, c'est bien ça. en fait, on s'est rencontrés en Jiu-Jitsu Fighting. Lui était déjà champion du monde. C'est vrai que son style était vraiment très explosif. Dans cette équipe de France, il y avait plusieurs champions, une équipe qui était déjà installée, et lui, il faisait vraiment la différence par son caractère, par son aura, par sa posture de combat. Et c'est un gars qui finalement, dans ce monde de jiu-jitsu, à travers le monde, il y avait des Russes, il y avait des Italiens, il y avait tout ça, il y avait quand même le respect de tout le monde parce que bah, c'était un vrai combattant en fait. Donc on sympathise tous les deux et on se reconnaît très vite. On commence à faire des stages, des fêtes de stages, donc du coup qui nous rapprochent encore plus et c'est devenu un frère aujourd'hui. Et c'est pour ça que
Moi, j'étais au début de sa salle, en fait. Lui, c'est un prof excellent, un prof de judo excellent. Il a monté tout un club. Enfin, il a repris le club de son prof d'abord, qui était quelqu'un de génial déjà. Et il a tenu ce club, il a fait évoluer et il a initié les premiers cours de MMA. Et ensuite, Gaëtan Hurtel a repris ça et a apporté de la valeur là-dedans. Donc, du coup, c'est mon histoire avec la House School et le dojo Vite Crédit. Alors, je voudrais savoir, toi qui, du coup, es là depuis un certain temps dans le monde du MMA, qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Qu'est-ce qu'il manque encore? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le MMA s'impose réellement en France? Ouais, pour moi, il manque rien. Ça suit son cours. Aujourd'hui, c'est un nouveau marché qui s'ouvre pour les Américains. Donc, ils vont mettre leur motivation dans, Storytelling. dans, sur ce territoire-là. Comme tu l'as vu, il y a des jeunes qui suivent le MMA depuis très longtemps. Ils sont très intelligents dans leur approche du MMA. Voilà, c'est en train de changer de phase, en fait, on va dire, avec plein de choses, avec toutes les disciplines qu'on a en France qui vont regarder le MMA comme une discipline à part entière, qui vont s'intéresser au MMA, qui vont en prendre, qui vont donner. Donc il y a tout cet écosystème-là qui est en train de se faire et naturellement ça va grandir avec les années, avec les couvertures médiatiques. Donc ça c'est plutôt bon signe pour le MMA français. Et puis en France, moi je pense on a une configuration du sport qui est assez différente. On a des très bons diplômés. En fait, un diplôme d'État, il faut savoir que ça se fait sur un an complet à plein temps. Donc du coup, ça forme vraiment des bons encadrants en fait, des bons éducateurs. Mais tu as ça dans toutes les disciplines. Ça veut dire que quand tout le monde va mettre un cerveau collectif, ça va être un truc énorme. Et je pense sincèrement que le MMA français va révolutionner le MMA mondial en fait, de par sa richesse d'éducation, sa richesse de recul sur la santé, hein. En France, on est sport santé et sport éducatif. Donc voilà, on va apporter vraiment une richesse aux autres pays qui vont regarder la France comme un pays qui va les éduquer aussi. Et beaucoup se plaignent justement de la batterie d'examens médicaux qu'il y a à faire avant de combattre. C'est assez naturel, en fait, c'est assez logique qu'on demande autant d'examens, en fait, parce que déjà c'est un nouveau sport. Il faut montrer aux gens que ce sport est un sport où on fait attention à l'intégrité physique. Donc, à la boxe anglaise, on demande beaucoup d'examens médicaux. Quand on fait de la Formule 1 aussi, il faut être vraiment en forme parce que c'est des sports qui sont très exigeants au niveau mental et au niveau physique. Donc voilà, donc ça rassure un petit peu les gens de savoir que c'est bien suivi médicalement. Et pourtant, c'est pas comme ça à l'étranger. À l'étranger, c'est moins comme ça, mais le sport, il est différent aussi. Le sport, à l'étranger, on a l'habitude de sports de combat, par exemple en Irlande, aux États-Unis, voilà, c'est pas régi pareil. Le sport français est régi par l'État. Donc l'État a besoin de se rassurer que ce sport-là apporte du bien-être, même en professionnel. Surtout qu'on a beaucoup de combattants qui, du coup, vont outre-Atlantique pour combattre. Ils arrivent, ils font pas les mêmes examens. Souvent, c'est des short notice. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais à l'époque, ça se passait comment? Quand on arrivait dans une organisation en tant que Français et qu'en plus, à mon avis, il n'y a pas de public, hein. Ça dépend quel pays. En Russie, bon, il n'y avait pas beaucoup d'examens, même même si les organisations étaient prestigieuses, il n'y avait pas beaucoup d'examens. On demandait un fond d'œil et puis un électrocardiogramme et ça suffisait. Et est-ce que c'était gênant? Bah, pour moi, j'étais en pleine forme, donc au contraire, si ouais, j'avais pas l'habitude de faire autant d'examens, donc du coup, si je peux faire le moins d'examens possible, je suis pas quelqu'un qui va au médecin, je suis pas quelqu'un qui prend des rendez-vous donc voilà, donc ça me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, je suis content, hein, je suis content que ça soit encadré, je suis content que ça fait connaître aussi le sport aux services médicaux, on va dire, parce que quand j'arrive à faire des examens avec un cardiologue, avec tous les services, les médecins, tout ça, ils disent ah ouais, il y a tout ça à voir
pour combattre et tout, c'est très bien. C'est rassurer les gens et puis communiquer sur la beauté de ce sport, en fait. On va en parler de la beauté de ce sport, hein, parce que c'est vrai, comment est-ce que tu pourrais convaincre quelqu'un de regarder du MMA et surtout de lui dire que bah, c'est safe, entre guillemets? Bah, encore une fois, je convainc personne à regarder Oh. à regarder. Regardez-moi, vous allez voir que Voilà. vous allez voir que c'est très bien le MMA. Bah, après, faut regarder le MMA d'un œil où c'est des personnes qui vont chercher un objectif, en fait. On n'est pas dans le MMA parce que on aime la violence. Au contraire, si on aime la violence, mais on va ailleurs, en fait. On va se battre dans la rue, etc. Ça, c'est la vraie violence. Le MMA, si on fait bien attention et tu le mets bien en valeur, c'est une personne, c'est des personnes, c'est des combattants, c'est des hommes, c'est des femmes. Quand je dis hommes-femmes, ça veut dire que ils ont une vie, c'est des pères, c'est des mères, c'est des frères, des fils, etc. Donc voilà, il y a des personnalités et c'est ça qui est retransmis sur un combat, en fait. Donc si vous voulez connaître quelqu'un, regardez sa façon de combattre, regardez dans quelle philosophie. Si le mec c'est un champion, bah, il y a un parcours derrière, il y a une expérience, il y a un environnement, tout ça, et forcément, bah, comme dans tous les sports, hein, les champions, c'est des parcours assez particuliers, quoi. Et nous avons d'ailleurs un champion, hein. Est-ce qu'on peut revenir? C'était l'année 2011, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça, t'es bien au Oui, courant. je crois que c'est ça, oui. Alors, champion du Cage Warrior. Pas attendu apparemment d'ailleurs, en plus en tant que champion, hein, d'après ce que nous disait Michael tout à l'heure. Oui, c'est vrai, en fait, ça m'étonne parce qu'il a très bien suivi ma carrière, donc du coup, c'est un honneur. C'est vrai que bah, à l'époque, le MMA n'est pas légalisé en France, donc on prend des Français pour comme faire valoir, en fait. Cage Warrior, c'est une organisation qui monte, il me semble qu'après, il était placé troisième organisation mondiale derrière le Bellator. Bellator. Donc du coup, on m'appelle 2 semaines, 3 semaines avant pour me dire est-ce que tu veux combattre? J'avais quelques victoires. Je commençais le pancras. Hein, j'avais pas de victoire en MMA, mais je commençais le pancras. J'avais combattu au M1. Victoire, défaite, victoire, défaite. Donc le record pas terrible. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais un passif de judo long Mhm. comme mon bras, en fait. Donc du coup, il m'appelle, j'accepte le combat. C'est Jean-Marie Mercier qui me met sur le Ah oui. combat. Donc du coup, je faisais entièrement confiance à Jean-Marie qui, on n'était plus ensemble en train de s'entraîner, mais j'étais à Toulouse, lui était à Paris, mais il me fait confiance pour ça. Donc voilà, Monsieur haute tension, voilà, hein. Monsieur Haute Tension m'appelle et me dit, voilà, s'il y a un combat Cage Warrior en Jordanie, est-ce que ça t'intéresse? Je pense que tu peux battre le mec. Voilà, c'est Arnie Jackson. Je fais ok, bah, si tu penses que je vais combattre, je peux le battre, j'y vais, hein. Je savais même pas, honnêtement, j'avais pas fait attention que c'était pour une ceinture, en fait. Ah, c'était pas fait exprès Donc là. moi, bon, on me l'a certainement dit, mais moi, dans mon optique de faire du MMA, voilà, je voyais que du MMA et les combats, je les prenais en fonction de ce que me disait mon coach, en fait. Et donc du coup, je prends le combat et j'arrive et je me vois sur la fiche main event pour la ceinture. Donc aucune pression parce que moi, je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour combattre. Et finalement, bah, je le surclasse. Je finis au sol, ground and pound, et je gagne cette ceinture qui pour moi n'est rien pour l'instant parce que je voulais plein de ceintures. Donc c'était une ceinture parmi les nombreuses ceintures que j'avais gagnées. Donc je gagne cet événement pour la première fois et puis bah, je vois la ferveur autour, je vois que Graham, c'est le directeur de Cage Warrior, est super étonné, surpris, mais voilà, donc il respecte la performance et bah, tout le monde, Cage Warrior, tout ça, qui me congratule. Et quand je rentre en France, ben voilà, c'est une reconnaissance qui n'est pas des moindres. Ah, ça aide pour le business, hein. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'impact C'est vrai? sur le business, mais Ah. oui, on n'a pas de sponsor en France. Mm. Donc, je serais resté en Angleterre ou je serais en Irlande, comme Ah McGregor, tu vois, oui. ça aurait été différent. Mais j'ai aucun recul, en fait, vraiment sur la ceinture. Enfin, seulement le respect des personnes qui ont vu le combat,
de mes partenaires d'entraînement. Et puis je rentre à la réunion avec la ceinture, ça va être toujours beau. Mais à cette époque-là, en France, on ne voit pas l'impact du cage warrior en fait. C'est bien après, quand McGregor commence juste après moi à combattre Cage Warrior, qui prend la ceinture, les deux ceintures, et qui va à l'UFC, qu'on voit vraiment que c'était un Ouais. tremplin pour l'UFC, et qu'il y avait des combattants de taille au Cage Warrior. Pas trop de regrets pour l'UFC. Bah écoute, je vais dire oui, des regrets, parce que c'était mon objectif à la base. Le chemin pour aller à l'UFC, parce que c'était mon objectif, donc le chemin pour y aller, était très intéressant, peut-être plus intéressant que atteindre l'objectif, parce que j'ai vu les personnes qui ont été à l'UFC pour moi à ma place, ils n'ont pas fait grand-chose en fait. Et combattre une fois par an, je pense pas que c'est le rêve de tous les sportifs en fait. J'ai eu beaucoup de combattants de l'UFC attendre des combats très longtemps, s'entraîner sans vraiment avoir de date, etc. Donc, et puis quand ils reviennent, bah, ils sont plus dedans. Et voilà, je pense que ça a gâché beaucoup de carrières. On l'a vu justement avec le champion Francis, il a attendu pour recombattre à nouveau pour la ceinture. Ouais, il a attendu. Après, pas, pas autant que les Ouais, combattants. il y en a. Il y en a, ils ont beaucoup. Ouais, des Euh, années. Kabil, il a beaucoup attendu, par exemple. Kabil a beaucoup attendu pour avoir la ceinture, alors que c'était le meilleur de sa catégorie déjà au départ. Donc voilà, faut comprendre, et puis il faut accepter que c'est aussi un business. Et ce business-là, bah, voilà, et c'est soit pour toi, soit pas pour toi, en fait. Donc Mm. dès qu'il décide que c'est pour toi, bah voilà, c'est pour toi. Pour moi, c'était pas le cas. Il y a le petit business du trash talking aussi, hein. Ouais, il y a aussi. Ah, c'est un petit peu important d'avoir une personnalité qui marque et qui frappe fort aussi. Ouais, c'est important, mais finalement, c'est ce que j'ai beaucoup pensé en fait. C'est que bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est assez discret. À l'époque, je combats quand je regarde, je parle pas anglais, donc je discute pas vraiment avec les promoteurs, avec les personnes, etc. Donc, c'est juste de l'échange visuel, et puis du respect en fait. Mais il manquait ce petit truc là où il fallait parler, où faut parler sur son adversaire, quoi que ce soit. Mais je suis rassuré, parce que je vois Cyril Gane Mm. aujourd'hui qui est au devant de la scène aujourd'hui, qui a pris sa ceinture mondiale, et qui n'est pas quelqu'un qui fait Oui. du trash talking. Donc, euh, donc voilà, ça veut dire aussi que bah, tu peux rester dans ta personnalité, tu peux rester dans ton, dans ton univers, Mm. sans vraiment être le mec qui va parler, qui va se montrer, etc. Et être le plus fort. Ouais. Voilà, ça c'est bon. Alors, revenons sur Hexagone MMA. C'est la deuxième édition. Alors, dernièrement, franchement, tu nous as fait plaisir. Enfin, comme je t'avais dit, j'ai kiffé. Mais c'était quoi? Ouais. Mais c'est mieux, t'as gagné. Ouais, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce que tu nous réserves, je ne te demande pas. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça va se passer, la prochaine édition? Bah, la prochaine édition pour moi, ça va être la défense de la ceinture le 18 décembre à Nice. Donc une ville que je connais pas encore. La salle, elle est magnifique. Donc voilà, ça va être le 18 décembre. Est-ce que tu as la pression? Parce que c'est vrai que tu es quand même la tête d'affiche. Bah, j'ai toujours la pression. Après, elle est différente des fois, hein. Mais j'ai toujours la pression. Là, aujourd'hui, bah, j'ai la pression de l'âge, peut-être, la pression de la ceinture. Donc voilà, donc après, c'est à moi de transformer cette pression-là en pression positive, quoi, en fait. C'est vrai que tu peux tomber sur un adversaire qui est beaucoup plus jeune. Oui, ça me dérange pas. C'est pas. Au contraire, je viens à l'old school pour trouver des jeunes, donc Ah, de la fraîcheur. Donc ça me dérange pas. C'est pas. euh, Là, chez les autres qui me le disent, moi, je j'ai pas l'impression que ça soit un frein. Donc voilà. Si je tombe sur quelqu'un de plus jeune, ben voilà, il va connaître ce il que va c'est un goûter. vieux là. Parlons un petit peu des organisateurs. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le premier événement? Quels sont tes retours, tes impressions? Bah, moi, je trouve ça super bien organisé. C'est un vrai événement de MMA, en fait. C'est plus des galas qu'on a pu connaître.
c'est un vrai événement de MMA avec une ambiance à l'américaine, où j'ai retrouvé l'ambiance du Cage Warrior, l'ambiance du M1 Challenge aussi, avec tout ce professionnalisme. Mhm. Et puis, bah, ils connaissent leur sujet, parce que c'est des gens qui sont depuis 30 ans dans l'audiovisuel, l'organisation d'événements, de contenus, etc. Je leur fais confiance pour amener cet événement au plus haut. C'est un événement français, je vais pousser au maximum, hein. En plus, il y a déjà quand même beaucoup de dates, hein, beaucoup d'événements de prévus qui ne vont pas forcément se passer dans l'Hexagone, qui vont également... ah, ça va être un bonheur, hein, je dis plus rien, mais ça va ailleurs. Et tu risques peut-être de faire partie aussi de ces fights-là, de ces cartes-là. Ouais, c'est ça, ça fait voyager, hein, en plus. En plus d'être un événement français, ça fait voyager. Du coup, tout ce qu'on a rêvé depuis très longtemps, en fait. Et puis, bah, dans des îles qui vont être, Et la qui vont Réunion, être magnifiques. qu'est-ce que ça va faire? À La Réunion, ça va faire une explosion, ça va faire un volcan. Non, faut qu'il bouge pas le volcan. Il y a déjà un volcan, mais ça va faire un deuxième volcan, parce que bah, La Réunion, on est beaucoup on est fanatique du sport de combat. On est chaud comme la braise. On a des requins dans la mer, hein. Oui, ça Donc rigole pas, c'est hein. un pays qui est aussi beau et qui est aussi dur. Les gens sont gentils, mais les gens sont durs et aiment le sport de combat. Du MMA à La Réunion, avec un Gaël Grimaud en tête d'affiche, ça va être une explosion. Déjà prêt mentalement? Bien sûr, j'attends ça depuis avec impatience. J'attendais Paris. Maintenant, ça va être mon deuxième rêve réalisé à La Réunion. Le Voilà, troisième, c'est c'est Las Vegas. Las Vegas, ouais, Las Ouais, bah, Vegas, ça va pourquoi être le pas. troisième. Ça va être le troisième. Ouais, c'est vrai que l'organisation, franchement, a fourni un show de qualité, hein, il n'y a pas à dire. D'autres combattants m'ont aussi dit que l'accueil, on vous a mis dans des chambres somptueuses. Donc, ouais, 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 on valide Ouais, Hexagone, hein. on valide, on valide. On valide, c'était assez symbolique. C'était à l'Arena, Défense Arena, c'est un quartier d'affaires. Donc, quartier d'affaires, ça veut dire bah, le cœur financier de la France, en fait. Mm. Donc, ça veut dire que c'est grand public. C'est des chefs d'entreprise qui viennent à l'Arena, en fait. Et puis, bon, voilà, on était super bien installés, hein, comme si on était des stars, en fait. Et c'est ça qu'on a besoin. On est les produits de ces événements, en fait. C'est les combattants qui doivent être mis en avant. Ça a été fait par l'Hexagone MMA. Donc, voilà. C'est aussi une très belle vitrine pour le sport. D'ailleurs, hein, de toute façon, je pense que tous ceux qui nous suivent hein, sont un petit peu habitués. On essaie de faire des immersions pour montrer un peu l'envers du décor. Donc, c'est sûr, on vient voir les combattants, on fouine un peu dans vos vies. Mais l'envers du décor est hyper important parce qu'il faut qu'on comprenne. Le MMA, c'est un sport avant tout, comme la boxe. On a moins de mal avec la boxe parce qu'on dit le noble art, mais c'est comme la boxe. Et les événements, surtout, on les voit à l'étranger, ils nous font rêver, mais les événements qui sont également en France, ils sont ouf. Mais oufissimes. Ouais, ça. Oufissime, hein. Je tiens à dire parce que voilà, j'ai la chance et je remercie pour Beaucoup ça, hein. aimé. Voilà, j'ai la chance et je remercie beaucoup pour toutes les organisations pour ça, d'aller au cœur de l'octogone même, hein. Je vais toucher l'octogone, je vérifie à chaque fois le sol, s'il est plus mou, plus dur et tout. Bon, bah, truc à dire là-dessus. Mais c'est important, c'est un show, c'est un gala, ce sont des humains, c'est un sport Sûr. avant tout. Ouais, Et vraiment, ça mérite de découvrir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, je pense qu'il faut venir voir ce qui se passe au cœur de l'octogone. c'est ça. T'es d'accord? Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un univers particulier et bah, il faut le tester, il faut le sentir pour savoir ce que c'est. Alors, où est-ce qu'on peut venir? Il faudra nous donner hein, les infos, hein, j'insiste, pour que ceux qui sont sur l'île de la Réunion puissent aller tester avec Gaël. Bah, moi, je suis installé à Saint-Denis et puis ben, je suis en train de voir pour l'installer aussi dans l'ouest, Saint-Paul et puis dans le sud. En fait, moi, ma mission, elle est simple, hein, c'est de retransmettre ce que j'ai vu dans le monde. Mm. Je fais un tour du monde, des salles, etc. Et puis, Oui. bah, ceux qui ont besoin de mon expérience, ou même ceux qui veulent monter des salles de MMA, bah, je suis là pour les accompagner, pour donner mes conseils. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à redonner. Après, bon là, on n'est pas prophète dans son pays, donc les gens sont un peu timides là-dessus, mais faut pas hésiter.
Moi, ce que j'aimerais, intimement, un rêve secret, c'est que les gens viennent de la métropole, de l'Hexagone ou d'ailleurs pour venir faire un tourisme sportif, en fait. Oui. Ça serait le top. Parce qu'on a les mêmes conditions qu'en Thaïlande, par exemple. On a les mêmes conditions qu'au Brésil. On a les mêmes champions. Donc, je vois pas pourquoi on viendrait pas en vacances profiter du paysage et puis de la chaleur et puis des carrés, Ah, mais oui, mais après des oui. plats et en même temps faire du sport. Mais c'est un truc à faire complètement, ça. Et nous, on va venir. Nous, on va venir. On va aller tester pour voir et puis on vous racontera. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à faire, effectivement. Mm. Et Donc, pour ça, nous, bah, il y a tout un atmosphère, en fait. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a des champions, parce qu'il y a beaucoup de champions en boxe thaï, etc. Et il y a des jeunes qui veulent faire du MMA à La Réunion et qui ont l'âme du combattant. Donc, je vais les accompagner pour qu'ils suivent leur chemin. et puis les sponsors, n'hésitez pas, hein. Je pense que le MMA, quand même, c'est une couverture internationale. Ouais, Et oui, parce que oui, bien on sûr. combat en France, on combat à l'étranger, donc vous avez mais tout à y gagner de miser sur eux. Franchement. Ouais. Maintenant, il faut associer sa marque à quelque chose de valeur, en fait. Le MMA, c'est des valeurs. C'est un sport qui est dur, qui est compétitif, comme dans le monde de l'entreprise. Maintenant, il faut s'associer avec des combattants qui apportent le respect, qui apportent l'image de la régularité et puis du respect. Ça, c'est très important. Ben, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Gaëlle. Et puis on se Merci. retrouve à l'Hexagone MMA deuxième édition.